Fighting Noise, a non-noise podcast. Saviez-vous que selon l'OMS, plus de 430 millions de personnes présentent une perte auditive modérée ou plus sévère nécessitant des services de réadaptation? Elle parle même de 700 millions de personnes d'ici 2050. La santé auditive est un enjeu majeur de santé publique et pourtant, la recherche dans ce domaine est encore largement sous-financée. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Célia Belline, la fondatrice et CEO de la startup de biotech Silcare. Bonjour Célia. Bonjour. Julia. Merci d'être dans ce podcast. Ravi de t'accueillir. Pourquoi ce domaine de la santé auditive reste-t-il un sujet de niche alors qu'il concerne autant de monde? Je pense que déjà, les personnes n'ont pas conscience que c'est un organe important à maintenir en bonne santé, son audition, et qu'elles n'ont pas non plus conscience qu'il pourrait exister des solutions pour éviter ce qu'on estime être l'inévitable, c'est-à-dire une surdité qui arrive à minima avec l'âge. On va essayer de changer ça, de changer la donne. Commençons simplement par te présenter. Célia, est-ce que tu veux me dire qui es-tu? Oui, je suis donc Célia Belline, cofondatrice et PDG d'une société qui s'appelle Silcare, qui est une société qui est spécialisée, on appelle une biotech spécialisée dans les sciences auditives. Donc nous, on travaille à la fois sur la détection plutôt précoce et le traitement des pathologies auditives. On a une dizaine d'années, on est établi à Montpellier, aux États-Unis, à Boston depuis plus de 7 ans. Et on travaille beaucoup avec l'Asie également, le Japon et la Corée du Sud en particulier. Pourquoi te lancer sur ce secteur de la santé auditive? Pourquoi toi? Il y a plusieurs raisons. Je dirais d'un point de vue personnel, moi je suis une chanteuse dans l'âme. Donc, j'ai toujours été chanteuse dans un certain nombre de groupes, de genres, etc. Et donc l'audition, c'est un sujet qui me touche beaucoup et la perte d'audition, et en particulier chez les musiciens, est assez présente. Donc c'est un sujet sur lequel j'aimais bien fonctionner. J'ai travaillé 15 ans dans l'industrie pharmaceutique avant de co-créer cette société avec mes 2 associés et 15 ans dans un gros labo qui s'appelle Sanofi. 10 ans en recherche clinique, 5 ans en direction de projet. Les dernières années sur une partie qui était en particulier focalisée sur la prévention des maladies chroniques liées à l'âge. Et finalement, on adressait le patient Type âgé de manière Alzheimer, assez... Parkinson et autres? Oui, donc Parkinson, maladie chronique, diabète, la sarcopénie qui est la fonte musculaire, la douleur, ce qu'on retrouve généralement lié au vieillissement, les maladies cardiovasculaires. Et les désordres sensoriels faisaient partie en fait de la stratégie vieillissement à l'époque de cette société. Et dans les désordres sensoriels, on retrouve tout ce qui va être autour de la vue, de l'olfaction, du goût, mais l'audition faisait partie aussi des sujets qu'on adressait. Et je suis tombée dedans. Alors, l'audition, c'est un sujet qui est particulier et qui est très inspirant parce qu'on va travailler à la fois sur des données de physique, d'acoustique. Donc là, je retombe un peu dans mes amours de musicienne. La partie biologique, qui est passionnante aussi, puisque dans l'oreille, on va retrouver des cellules qui peuvent être ces cellules ciliées qui vibrent, qui transmettent de manière assez mécanique, quelque part, le son au cerveau, mais des synapses, des neurones. Et puis cette partie centrale au niveau du cerveau qui est aussi passionnante, puisque on l'adresse aussi sur plein d'autres pathologies. Donc, pouvoir imaginer qu'on traite ces désordres auditifs avec des médicaments et toutes sortes de médicaments, c'était déjà passionnant. Et ce qui était aussi très passionnant, c'est qu'il n'y avait rien en termes de médicaments à l'époque où on a démarré ces recherches, donc autour de 2010. Pourtant, comme tu citais en introduction, un besoin médical non répondu est énorme et mondial. Donc, tu donnais des chiffres et je pense qu'ils sont même un peu en dessous de la réalité. Puisqu'on parle d'une personne sur 10 en 2050 qui sera sourde. Oui, tu vois, j'avais même lu une personne sur 4 ou une personne sur 5 et ça, en fait, ça dépend du niveau de surdité parce que ça concerne finalement tout le monde. Moi, je visualise souvent le 100% et en fait, personne n'a 100% ou reste rarement à 100%. Et donc, la question, c'est à quel niveau on estime avoir déjà une surdité légère ou sévère. Aujourd'hui, chez Silcare, tu soignes déjà des personnes ou vous essayez de concevoir les médicaments du futur? On ne soigne pas encore les personnes. On va pouvoir commencer à traiter les personnes avec notre premier médicament cette année. Donc ça, c'est déjà une avancée majeure pour une biotech comme nous. Alors, on développe les médicaments du futur, oui. On développe les nôtres, mais on aide aussi d'autres sociétés à développer les leurs. Donc nous, c'est un petit résumé. On travaille, nous, dans notre recherche, en particulier sur la synaptopathie cochléaire, qui est la difficulté à entendre dans un environnement bruyant. Qui est vraiment les premiers stades, ça peut arriver très tôt, plutôt autour de 30-40 ans.
premier stade de perte d'audition qui, si ça n'est pas traité, entraîne une surdité. Et donc, on a une audition normalement normale, c'est-à-dire on entend à un volume normal, mais on commence à avoir des difficultés dans un cocktail, un repas de famille, à entendre et à comprendre bien la parole, en fait, de l'autre, de celui qui s'adresse à nous. Ça, c'est la synaptopathie cochléaire. C'est notre sujet principal de recherche chez Silcare. Mais après, on va travailler avec d'autres sociétés qui vont faire, par exemple, de la thérapie génique et qui vont donc, eux, essayer de restaurer des gènes déficients responsables de surdité à la naissance, par exemple. Et donc là, il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent sur ces thérapies. Nous, on travaille pour eux parce qu'on a des compétences qui leur permettent d'accélérer ces recherches, mais ce ne sont pas nos médicaments. D'accord. Et concrètement, si on rentre dans le détail du mal et de cette perte auditive, Oui. Est-ce que c'est lié physiquement à l'oreille ou aussi au capteur ou à la traduction du message? Parce que finalement, le bruit, chez Nonoise, on parle de bruit, vient de l'extérieur, rentre par le tympan dans l'oreille. Tu vas me reprendre, je vulgarise au maximum et en même temps, je vais pas être... et ensuite, le message va être, ce message électrique va être décodé aussi par le cerveau. Oui. En discutant avec des neurologues notamment, j'avais compris que c'était parfois aussi un problème que le message pouvait arriver, on garde 100% de la capacité auditive, on va avoir du mal à le décoder dans cet environnement bruyant. Est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'on comprenne, parce que ça concerne tellement de gens finalement, ce problème d'incapacité à suivre une conversation dans un environnement bruyant. Et j'avoue, ça me concerne également. Dans notre cas, effectivement, donc le son, il passe par le conduit auditif, arrive au tympan, ensuite avec des oscillés de manière mécanique, va finalement transmettre ainsi une vibration à la cochlée. Elle, à l'intérieur, on va retrouver à la fois des cellules ciliées qui vibrent et qui vont transmettre ce son dans la cochlée. Le son va passer par des synapses et des fibres qui vont arriver au nerf auditif et ensuite au cerveau. Synaptopathie cochléaire, on a une déconnexion, une rétractation, on appelle, de ces fibres et une déconnexion de ces synapses qui relient la cellule ciliée au nerf auditif. Il y a une vingtaine de fibres et de synapses qui sont connectées avec la cellule ciliée au nerf auditif. Et en fait, on en perd au fur et à mesure, se rétracte. Et à un moment donné, et ça, il ne faut pas me poser la question parce qu'on ne sait pas, au bout d'un moment, on a une mauvaise transmission du signal. Alors, ça s'entend, puisqu'on a l'impression que c'est un peu comme un paquet de fils électriques. Et à un moment donné, il y a des fils qui sont déconnectés et donc l'électricité passe pas bien. Dans le cas du signal sonore, c'est un peu le même sujet. Donc, on a cette déconnexion synaptique qui empêche une bonne qualité du signal transmis au cerveau. C'est ça, en fait, la synaptopathie cochléaire. Alors, c'est aggravé par le bruit, par l'exposition au bruit, parce que plus on va avoir d'exposition au bruit, plus on se retrouve avec ces déconnexions synaptiques. C'est aggravé par l'âge, au fur et à mesure, parce que l'âge, ça crée de l'inflammation, de l'oxydation, et donc ça induit des déconnexions synaptiques. Et ensuite, c'est aussi aggravé et hautement prévalent dans des pathologies chroniques inflammatoires ou neurodégénératives. Donc là, c'est le diabète, par exemple, ça va être Alzheimer, Parkinson, mais bien d'autres pathologies qui sont elles aussi généralement des pathologies chroniques liées à l'âge. Donc, on se retrouve avec ces déconnexions synaptiques induites par tous ces facteurs, qu'ils soient environnementaux ou intrinsèques à la personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que les synapses, quand elles se déconnectent, elles ne meurent pas. Donc, en fait, on a tout un temps qui est très long pour essayer d'avoir une repousse de ces fibres et une reconnexion synaptique jusqu'à la cellule ciliée. Et ça, c'est ce que fait notre médicament. D'accord, parce qu'on m'a toujours dit que justement cette membrane ne se répare pas. On dit souvent que la membrane auditive ne se répare pas. Et donc, on perd petit à petit. Le tympan, notamment, ne se répare pas. Donc, tu dis aujourd'hui, les fils sont déconnectés, mais finalement, sont tels un ligament coupé à 95% pour ceux qui connaissent, peuvent non pas repousser naturellement, mais via une prescription médicamenteuse, aller se reconnecter correctement. Alors, c'est très différent. La membrane tympanique, c'est vraiment une protection entre l'oreille externe, le conduit auditif, et l'oreille moyenne. Donc, cette membrane tympanique, elle se reconstruit très bien. Alors, peut-être pas quand elle est complètement détruite, mais par exemple, quand on fait des injections, qu'on met des diabolos aux enfants quand ils ont des otites, on enlève le diabolo, la membrane, elle se reconstitue, donc elle se régénère toute seule. Ça, c'est le tympan.
Après, derrière l'oreille moyenne, on a une autre membrane qui s'appelle la fenêtre ronde, qui est une membrane très fine qui sépare l'oreille moyenne de l'oreille interne. C'est souvent par là qu'on fait passer d'ailleurs nos médicaments qui vont venir sur cette membrane et qui, par diffusion, vont passer dans la cochlée. La cochlée, elle est baignée quelque part dans un liquide de l'oreille interne, et c'est ce liquide qui vibre après que le son soit passé au travers le tympan, au travers des marteaux, boum boum, le son va venir taper contre un liquide qui va induire ensuite le mouvement des cellules ciliées et derrière la transmission du son. Donc, c'est encore un autre sujet. Donc, dans la cochlée, on a ces cellules ciliées qui sont connectées au nerf auditif par ces fibres et ces synapses. Et il y a vraiment cette rétractation des fibres. Et en fait, nous, on a un facteur neurotrophique qui est on appelle dans notre jargon pharma un disease modifier, qui permet d'avoir une repousse de ces fibres pour qu'elles se reconnectent à la cellule ciliée. Ce sont des approches assez courantes dans les pathologies d'Alzheimer, par exemple, où on essaie d'avoir la même chose au niveau du cerveau, où les neurones sont déconnectés, donc on essaie de les faire repousser. C'est le même sujet. Donc, tu disais que le médicament devrait sortir en 2025, va sortir en 2025, vous avez non, déjà validé. Le médicament va rentrer en étude clinique chez le patient. Va rentrer en étude clinique. Oula, oui. Voilà. Un développement Les temps sont très longs. C'est long. Et encore, nous, on est très, très rapide. Très rapide parce on utilise par voie transtympanique, donc petite injection derrière la membrane du tympan. Le tympan, il se remet très, très bien de cette petite injection. On injecte un gel qui contient notre médicament et qui, par diffusion, rentre dans la cochlée, reste plus de 30 jours dans cette cochlée pour pouvoir faire repousser ces synapses. Donc ça, c'est le médicament. Et quel est le taux de réussite s'il a déjà été étudié? Alors, chez l'homme, non, on ne sait pas. Chez l'homme. Après, on fait des études précliniques. Alors, le développement d'un médicament, ça comprend différentes phases, dont des études avant l'homme. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce qu'évidemment, ça inclut par moment de l'expérimentation animale sur des souris, sur des rats. J'en parle pas souvent, mais c'est vrai que il y a cette phase-là. Après, on utilise aussi des cellules otiques, des cellules humaines. On va pouvoir travailler sur des modèles qui n'impliquent pas l'expérimentation animale, mais il y a un moment, on est obligé de vérifier l'efficacité, sécurité du traitement sur ces espèces-là, de manière à pouvoir ensuite l'injecter chez l'humain. Donc nous, on a passé ces phases-là, on l'injecte chez l'humain. Donc déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le domaine de l'industrie pharmaceutique parce que souvent, pour arriver là, on est parti de 1000 molécules pour arriver à un candidat médicament qui est testé en essai clinique. Donc, on est vraiment dans cet entonnoir qui nous permet d'aller de plus en plus proche du marché et du patient. Tout ça, ça nécessite des financements que tu as obtenus en tant que Silker, à la fois via un financement externe, on pourra en reparler, mais aussi via des clients. J'entendais que vous avez trouvé dès les premiers mois ou la première année des premiers clients. Donc, c'est en développant des procédés ou des molécules pour d'autres laboratoires, c'est ça, pour d'autres pharma? Oui. Alors ça, c'est un peu la particularité de Silker. On est une société de biotech. Normalement, une société de biotech, c'est une société qui fait que de la recherche et du développement. Et ça veut dire qu'elle ne fait que dépenser et investir dans de la R&D. Et donc, sa seule source de revenus, c'est de la levée de fonds avec des investisseurs, donc des personnes qui vont investir dans cette société des gros montants qu'elle va pouvoir dépenser jusqu'à ce qu'un jour, elle ait la capacité de vendre les travaux de ses recherches. Dans notre cas, nous, c'est un peu particulier. On a voulu créer une société qui s'autofinançait quelque part autant que possible parce que on sortait d'un grand groupe avec beaucoup de restructuration qui pouvait amener à des crises un peu dans l'emploi. Et donc, nous, c'était important, ça faisait partie un peu de notre feuille de route de pouvoir créer une société qui ait une pérennité et donc qui soit solide sur ses bases en termes de génération de revenus. C'était vraiment très important. Donc, la manière de fonctionner, c'est qu'on a créé la compétence d'abord, la compétence de développement, être capable de tester n'importe quelle molécule, thérapie génique, thérapie cellulaire, dispositif implantable dans l'audition. Donc ça nous permettait d'avoir vraiment une couverture très, très vaste, de pouvoir travailler sur toutes les innovations qui allaient arriver et puis de pouvoir accélérer toutes ces innovations, même quand c'était pas les nôtres, en fait. Et ça, c'était important pour nous. Parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, il n'y a rien sur le marché. Donc, on ne sait pas encore
qui va réussir. Donc, nous, notre objectif, c'était peu importe qui réussit, pourvu que quelqu'un réussisse. Voilà, Donc, c'est ça le message. C'est développer la méthodologie et commercialiser la méthodologie pour multiplier les chances de réussir au final. Et cette réussite, entre guillemets, c'est quelque chose que vous atteignez maintenant avec la possibilité de rentrer en phase d'études cliniques. Donc, nous, on a utilisé cette plateforme de compétences pour d'autres sociétés qui sont déjà en clinique pour elles. Donc, ça, c'est super. Donc, on a testé des molécules en efficacité, en toxicité, pour qu'elles puissent entrer en clinique. Et après, on a développé nos propres molécules dans une niche thérapeutique, quelque part, qui est cette synaptopathie cochléaire. Et où là, on a la fierté de pouvoir arriver avec un premier médicament en clinique. C'est sûr que c'est une grande fierté pour la société. Si on revient sur cette phase de financement, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur aujourd'hui où on est Silker en termes peut-être de chiffre d'affaires, puisque vous avez cette particularité d'avoir déjà généré, alors, je ne sais pas s'il y a une forme de rentabilité, mais en tout cas, à défaut de profitabilité du chiffre d'affaires. Et puis, quelle étape de financement vous en êtes? Alors, en termes d'étape de financement, on est dans ce qu'on appelle la série A pour Silker. Donc, on vient de sécuriser l'année dernière un financement de 40 millions d'euros. 40 millions série A, on est sur de la biotech, donc les montants sont très élevés. Et nous, encore, on n'est pas très élevés puisqu'on fait ce qu'on appelle de la petite molécule. Donc, c'est des médicaments qui ne seront pas chers sur le marché. Médicaments ni chers à produire, ni chers à vendre. En comparaison de thérapie génique, thérapie cellulaire, où là, on est sur des montants plus importants. Voilà. Avec des investisseurs qui sont dans quelle région? En 2025, on se pose la question de l'arrivée des fonds. J'imagine tu as dit que tu as des clients aux US, au Japon également, en Asie. Aujourd'hui, Scar est encore une société française? Oui, largement française. Aujourd'hui, les 3 fondatrices, on a toujours une part de capital dans l'entreprise. Ensuite, on a toujours nos business angels, Méliès, qui nous ont suivis depuis le démarrage. On avait un projet ambitieux, mais pas de rien sur le papier. De projet encore. On a des investisseurs régionaux qui nous ont suivis aussi depuis très longtemps. Je peux citer Sophie Laro, Galia Gestion, Sud PME, Laris. Donc ça, ce sont des régionaux, donc français. On a un fonds d'investissement américain qui nous a suivis il y a 2 ans, qui s'appelle UVM Health Capital, qui est l'université du Vermont. Au Vermont, il y a Montpellier aussi. Il y avait un espèce de jumelage, on va dire. D'accord. Qui n'était pas prévu, mais qui était plutôt original. Et après, on a 2 fonds, un fonds japonais, qui est un fonds corporate, et un fonds de Singapour. Est-ce que tu considères que le bruit, la pollution sonore et tous les sujets liés à l'audition sont des sujets qui sont bien financés? Toi qui as réussi justement ce tour de financement, et comment tu as réussi, toi, à financer cette recherche? C'est plutôt pour l'aspect biotech, mais tu es une niche dans la biotech. Donc, est-ce que comment tu juges ce monde du financement pour le financement secteur, de la biotech, nous sommes? De manière générale, le monde de la biotech est assez difficile à financer. Alors, il y a des gros fonds d'investissement, mais c'est difficile de convaincre par rapport à la multitude de projets, que le projet que toi, tu portes est un projet qui va pouvoir générer des revenus suffisants pour des investissements à risque. Donc ça, c'est un sujet qui est toujours compliqué. Dans l'audition, c'est pire parce que tant qu'il n'y a pas eu de succès sur le marché, les investisseurs qui nous suivent sont extrêmement courageux quelque part. Alors, on a une proposition de valeur qui est énorme parce que l'épidémie de perte d'audition, c'est un marché colossal, évidemment, mais le risque reste encore plus élevé que la copie de quelque chose qui a déjà été sur le marché. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Après, des investisseurs suivent, donc on est ravis de les accueillir et de voir qu'ils jouent le jeu aussi du capital risque, c'est-à-dire qu'ils investissent vraiment dans une épidémie à terme qu'il va bien falloir adresser à un moment ou à un autre. Quand une personne sur 10 sera sourde, il va bien falloir trouver des solutions. Le monde continue à communiquer correctement. Autre que les casques, puisque très régulièrement dans ce podcast, on en parle et hors antenne également. Beaucoup nous imaginent tous vivre avec des écouteurs dans les oreilles pour réussir à communiquer malgré tout. Et je pense que relativement peu de monde souhaite un monde dans lequel on a tous des écouteurs en permanence. Malheureusement. Oui, on peut imaginer un remplacement des oreilles bioniques, c'est sûr.
Après, le sujet, il n'est pas contradictoire et il faut fonctionner ensemble. La technologie est aussi là pour apporter des soutiens, des aides. On pourra peut-être pas adresser toutes les pathologies non plus et ni tous les stades de pathologie qu'il faut accepter. C'est pour ça que nous, on est en particulier focalisé sur les stades précoces, en fait, de ces pertes d'audition, des stades dans lesquels on peut encore travailler de la pathologie de manière à ce qu'elle n'évolue pas de manière trop sévère et que on puisse utiliser en complément à un certain moment peut-être des aides auditives ou des casques. Voilà, c'est pas du tout antinomique. Il faut vraiment arriver à fonctionner ensemble entre la technologie, la biologie. Ça sera forcément des combinaisons de tout ça. Dans un épisode précédent, j'ai interviewé une psychothérapeute, Sandra, qui est spécialisée sur les troubles sensoriels et qui expliquait qu'elle voit de plus en plus de jeunes. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose que vous voyez aussi dans vos études, qu'il va falloir s'adapter aussi à la périodicité du jeune. Et la question qui va avec ça, c'est est-ce qu'il y a une différence? Tu parlais des maladies plutôt liées à l'âge et maladies neurodégénératives et finalement la même mal à traiter, le même défaut à traiter dans le cas du jeune qui va écouter de musique trop fort ou des jeux vidéo ou autre, et de la personne qui, à 110 ans, de par une autre maladie, va avoir un syndrome. Est-ce qu'on est sur la même chose à traiter ou est-ce que finalement, pour chaque usage, on a besoin de développer une solution sur mesure? Alors, sur le jeune qui écoute trop de musique et qui finalement entend plus bien dans un environnement bruyant, a des acouphènes, de l'hyperacousie et finalement une perte d'audition plus précoce, on est sur la même chose qu'une perte d'audition liée à l'âge. C'est vraiment une déconnexion des synapses. Enfin, voilà, je parle comme si j'en étais certaine. Bien sûr qu'il y a encore plein de travaux pour comprendre toutes ces pathologies de manière très précise, mais on est quand même aujourd'hui, nous, notre cible, en tout cas de synaptopathie cochléaire, ce sont aussi ces jeunes gamers qui ont des casques toute la journée sur les oreilles et qui, à 30 ans, vont se retrouver avec vraiment des problèmes d'audition sévères. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes mécanismes qui sont impliqués que ceux qu'on retrouve ensuite dans les pertes d'audition liées à l'âge, mais les premières phases, on entend. Voilà. On n'est pas encore nécessairement sur des pertes de cellules ciliées, on est sur ces déconnexions synaptiques. Après, il y a plein de formes de perte d'audition, parce que là, on parle de celle-ci, mais la perte d'audition, elle peut être due à une démyelination, elle peut être due chez les militaires à des traumas acoustiques très forts qui, là, vont arracher les cellules ciliées. Donc là, le sujet, c'est la régénération de ces cellules ciliées. Donc, on est sur de la thérapie cellulaire, de la greffe, de l'implant cochléaire. On va être sur des choses différentes en fait. Donc il y a vraiment une multitude de pathologies qu'il va falloir adresser dans l'oreille et chaque pathologie va correspondre à un traitement ou une technologie particulière pour l'adresser. On fait le parallèle avec l'œil qui a quand même une vingtaine d'années d'avance sur l'audition en termes d'arrivée de traitement. Vous avez plein de pathologies ophtalmiques, je sais pas si on peut dire ça, mais on va retrouver du glaucome, on va retrouver de la dégénération maculaire, on va retrouver de l'œil sec. Il y a plein de pathologies qui sont aussi dues à différentes causes et différentes étiologies, pathogénèses dans l'œil. Et ben, la même chose va se retrouver au niveau de l'oreille. On ne peut pas imaginer une seule maladie. Il y a vraiment une multitude de maladies. Dans le cas du bruit, selon l'exposition sonore, si on n'est que sur de la déconnexion synaptique, alors soit il y a une réversion spontanée et on peut ou pas avoir des acouphènes derrière, soit on n'a pas de réversion spontanée et là, on se retrouve avec cette difficulté à entendre dans un environnement bruyant et il faut traiter avec un médicament qui j'espère va arriver un jour sur le marché. Soit dans le cas de bruit très très fort, voilà, on peut se retrouver vraiment avec des traumas acoustiques très sévères et là de la perte de cellules ciliées immédiate. Il y a une façon de se protéger au-delà de Oui. et est-ce que on parle beaucoup des casques à annulation de bruit, mais à l'inverse, et j'en ai parlé dans un épisode précédent où j'ai interviewé une startup norvégienne qui a créé des écouteurs à utiliser dans les concerts notamment, qui expliquait que finalement utiliser un AirPod sans le citer par exemple, ça pouvait être contre-productif sur une exposition au bruit très importante. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes et mauvaises pratiques à prendre en considération pour protéger son audition?
Et Oui, éviter bah d'en là, il y a arriver à utiliser ton médicament qui va arriver, mais qui va arriver dans un certain temps, donc autant te protéger particulièrement oui, d'ici là. bah ça, de toute façon, c'est le premier sujet, hein, c'est comme tout, c'est de se prévenir le risque majeur par la protection. Donc ça reste vrai pour toute pathologie, hein. Donc oui. Après, sur ces sujets-là, de est-ce que les AirPods, est-ce que la musique compressée est toxique pour l'oreille. Enfin, il y a plein de travaux qui sont faits aujourd'hui pour comprendre comment l'environnement, nos changements de pratique d'écoute musicale aussi, le changement fondamental du format de la musique impacte l'audition. Donc, je vais pas pouvoir répondre à cette question de manière précise, mais la réponse est oui, il y a un impact. Oui, l'impact Et et ensuite, il y lequel a à énormément de définir. travaux qui sont réalisés par de grands chercheurs sur ces sujets-là, parce qu'on a compressé, on a changé des formats, voilà, des musiques, on n'est plus sur les 33 tours. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont évolué et qui font que, on a un impact différent. L'absence de silence, c'est la première chose qui revient systématiquement. C'est-à-dire que sur ces nouvelles générations, on a des écouteurs du matin au soir dans les oreilles. Du matin au soir, y compris quand on commence à travailler, où on est, on est en téléconférence, on se parle au travers un PC, on sollicite, peut-être qu'on fait attention au volume, mais on sollicite de manière continue notre audition jusqu'à Avec des problématiques acoustiques que l'on ne perçoit pas forcément d'ailleurs. On prépare aussi un épisode sur les problèmes acoustiques liés aux communications sur les call centers, etc., qui peuvent souffrir de bruits techniques cachés, mais qui peuvent aussi détruire une partie de l'appareil auditif. Et donc, même si comme tu dis, on traite le son et on a l'impression de baisser le volume sonore de son casque pour être dans une forme de confort, en réalité, on peut aussi souffrir d'autres bruits par rapport à ça. Donc, je comprends bien. J'aimerais aborder un sujet software. J'ai vu que vous travaillez aussi sur la notion d'analytics. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, comprendre ce qui se cache derrière cette notion d'analytics? Nous, quand on a commencé à vouloir vraiment travailler sur cette synaptopathie cochléaire, le sujet numéro 1, c'était comment est-ce qu'on détecte cette pathologie, notamment dans un contexte d'essai clinique, parce que la détecter, de manière générale, quand on n'entend pas bien dans un environnement bruyant, on a très certainement une synaptopathie cochléaire. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres causes de perte d'audition dans le bruit, mais on a très certainement une synaptopathie cochléaire. Mais dans un cadre d'un essai clinique, il faut qu'on soit plus que très certainement sûr. Parce que nous, on traite la synaptopathie cochléaire. Donc on a beaucoup travaillé, on a recruté des data scientists et on a beaucoup travaillé sur la collecte et l'analyse de données auditives, qu'elles soient de l'ordre de l'audiologie, mais aussi de ce qu'on appelle l'électrophysiologie, qui est un peu moins courant, mais qui est quand même ce qu'on pratique chez les bébés, ça s'appelle des potentiels évoqués auditifs. C'est un peu comme un EEG ou un ECG, mais dans l'oreille. On envoie un son, on collecte un signal électrique avec des vagues, et 5 vagues, et chacune de ces vagues correspond au trajet du son du conduit auditif vers le cerveau. Et donc, on regarde les amplitudes, les interpics, la latence, toutes ces choses-là. On corrèle Exactement ça... dans le cerveau. Oui, dans le cerveau. En Oui, captant l'arrivée des signaux dans le cerveau. Oui, mais sur tout le trajet. Sur tout le trajet, d'accord. Jusqu'au cortex auditif, mais oui, sur tout le trajet. Donc, on arrive à, par exemple, la première vague de ces potentiels évoqués auditifs. Ça correspond au passage, justement, synaptique de ce son. Donc, on est capable de dire s'il y a une baisse d'amplitude, qu'il y a un problème à ce niveau-là, en fait. Donc, ça, c'est des choses qui sont... Et ça, c'est quelque chose qui est déjà fonctionnel. C'est fonctionnel, c'est peu utilisé parce qu'il y a une variabilité, je dirais, dans la mesure. Il y a parfois il y a encore de la compréhension à avoir parce que sur ces vagues, il faut arriver à savoir ce qu'on doit regarder. Et dans ce qu'on doit regarder, aujourd'hui, il y a encore des discussions. Qu'est-ce qu'on doit regarder pour comprendre la pathologie? Quand on va chez un ORL aujourd'hui, il va nous mettre un casque sur les oreilles et nous demander de dire si c'est bien l'oreille gauche, si c'est bien l'oreille droite, et pour voir si... je trouve que le test a l'air comme relativement, non pas absurde, mais en tout cas primaire par rapport aux évolutions que tu indiques. Est-ce qu'il y a l'ambition de mettre ce type d'analytique à disposition des ORL de façon à démocratiser la capacité de mesurer cette capacité auditive?
Ah bah oui, là, il y a le lobbying des audiologistes qui veulent absolument élargir les tests auditifs pour mieux comprendre les pathologies. Il y a l'ORL qui peut-être aujourd'hui dans sa batterie de tests ne va pas plus loin que l'audiologie. Donc j'entends Le pas, alors fameux, ouais, plus ou moins sophistiqué. Peut-être qu'il va pas plus loin parce que de toute façon, que faire? Je veux dire, détecter une pathologie pour laquelle il n'y a pas de traitement, bah, c'est pas valable pour l'audition, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Ça ne sert à rien. Si on n'est pas capable, enfin, ça ne sert pas à rien, mais c'est difficile pour un médecin de faire un diagnostic et de dire, ah ben, c'est incurable. voilà, faut pas faire grand-chose pour vous, désolé, rentrez chez vous, quoi. Donc il y a plein de et différents corps de métiers autour de l'audition, avec des nouveaux tests aussi qui arrivent. Il y a plein de sociétés qui développent des nouveaux tests auditifs pour arriver à mieux caractériser les pertes d'audition, aussi les démocratiser. Il y a plein de sociétés qui travaillent à ce que chez vous, vous puissiez faire votre propre diagnostic et j'ai un problème, il faut que je consulte. Il y a plein de sociétés qui travaillent aussi, et je trouve ça assez chouette parce que c'est vraiment des regards croisés, sur l'utilisation des outils du quotidien, donc votre Spotify, votre Deezer, vos casques Bose, etc. pour ensuite regarder si vous avez une évolution de votre profil auditif au cours du temps qui indiquerait que, attention, vous avez un début de perte d'audition. Donc finalement, arriver tout seul, et Apple, je pense à toutes ces boîtes qui sont un peu sur des outils qu'on utilise tout le temps, sont en train de collecter de la data pour éventuellement arriver à détecter à l'avance que parce que vous êtes en train de changer des aigus au grave, vous commencez à avoir un problème et que ce serait bien que vous alliez consulter pour régler ce problème au plus tôt. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui sont, et qui utilisent l'intelligence artificielle, évidemment, qui sont en train d'être mises en place pour détecter, prédire, screener, alerter au plus tôt sur ces problèmes d'audition. Et ce qui est assez moi je trouve magnifique, hein, c'est que ça touche à plein de sociétés qui au départ ont des profils de compétences totalement différents en fait. Vous allez avoir vraiment de la biologie, pharmacologie fondamentale. Nous c'est notre cœur au départ de métier, mais vous allez avoir ensuite plutôt des ingés, des acousticiens, des gens qui travaillent sur des implants dans le cerveau pour envoyer des sons et annuler les acouphènes, qui vont être là des ingénieurs en microfluidique, microélectronique, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de corps de métier qui s'associent pour finalement, je pense à terme, arriver à des solutions qui vont permettre de régler tous ces problèmes. Je confirme, et dans l'écosystème No Noise, justement, nous listons ces sociétés, de la start-up au groupe bien plus installé, qui vont apporter des solutions sur l'ensemble du parcours, avec des use cases en plus qui sont très différents quand on parle du bruit dans le milieu industriel, dans le bruit de la mobilité, allant jusqu'au syndrome comme les acouphènes, que l'on peut aussi traiter d'une façon ou d'une autre, et puis à la biotech quand on rentre beaucoup plus en profondeur, les maladies mentales, les maladies physiques autres que l'appareil auditif, comme l'augmentation de la tension qui va créer des maladies cardiovasculaires. Donc il y a un écosystème en effet qui est énorme. C'est l'objectif de No Noise, c'est de se dire cet écosystème-là, il n'est pas vu en tant que tel comme un écosystème lié à l'auditif et au bruit. Il est membre de plein d'écosystèmes. Tu as une société de biotech. On pourrait avoir tu pourrais être une société de noise tech ou d'audio tech. Mais c'est une société de biotech. Donc, je pense qu'il y a des choses. J'ai deux questions pour finir. La première, c'est quand tu parles des sociétés qui apportent des solutions auditives, la question revient, est-ce que l'ambition, c'est de corriger le problème, ou est-ce que l'ambition pour une société qui va créer des aides auditives, par exemple, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui ont besoin d'aide auditive. Parce que si on enlève le bruit, on n'a plus besoin d'aide auditive. Si on enlève le bruit, qu'on arrive à avoir un monde de silence, qu'on arrête le white noise permanent, on n'a plus besoin d'aide auditive. Est-ce que tu penses que tout le monde va dans le même sens? Très sincèrement. Première question débat. Bah oui, bon, ça c'est la théorie du complot, hein. C'est un peu comme... Enfin, je pense pas je vais pas reprendre l'exemple du Covid où le virus aurait été mis là pour enrichir un certain nombre de personnes, mais dans le cas du bruit ou des sociétés, non, enfin, je crois pas que les sociétés, quand elles se développent, elles aient envie que le problème continue de flamber. Elles sont vraiment plutôt sur une volonté vraie de régler le problème
et d'apporter des solutions. Donc, Donc, non, tu ne vois pas. C'est la théorie du complot. Une société qui fabrique des armes n'a pas forcément besoin de la paix dans le monde partout dans le monde non plus. Donc, oui, sans c'est aller vrai. jusqu'à la théorie du complot, à un moment donné, il y a quand même plutôt besoin d'un alignement des intérêts. Et c'est plus ça que je recherche. Et je suis très rassuré par ta réponse, qui est de dire non, tout le monde va aller dans le même sens et trouver des solutions aux problèmes. Donc, c'est très bien. Une question beaucoup plus positive pour finir. Où va Silker? Quel est donc l'objectif actuellement? C'est déjà de valider ces essais cliniques et de sortir le médicament. Quel terme? Et quelle est un peu la roadmap, la feuille de route de Silker sur les prochaines années? Oui, nous, l'objectif, c'est de devenir une pharma dans l'audition. Donc, d'être en capacité d'avoir pas seulement un ou deux médicaments, mais plusieurs solutions qui peuvent adresser plusieurs problèmes. Ça va passer par continuer à beaucoup travailler sur la partie données auditives, parce que j'ai peut-être pas complété tout à l'heure, mais notre grande force chez Silker sur la partie données, elle est de travailler à de la donnée exploitable en recherche clinique, qui est un axe important dans le cadre du développement de médicaments. Comment on travaille cette donnée auditive pour nous permettre de sélectionner les bons patients dans les essais cliniques? Comment on la travaille pour mesurer l'efficacité d'un traitement? C'est ça, notre force en termes de données. Et ça passe par continuer à essayer d'étendre notre chaîne de valeur. Aujourd'hui, on a une plateforme de développement, on a un portefeuille de médicaments qu'il faut enrichir. On a des partenaires avec qui on travaille, qui eux travaillent sur d'autres aires thérapeutiques que nous. Donc, ceux-là, il faut continuer à les supporter pour que, à terme, il y ait un éventail de solutions thérapeutiques important pour les patients atteints de perte d'audition. Et puis, cette partie data, faire en sorte de l'exploiter au maximum pour qu'on puisse caractériser l'audition de manière plus précise. Et en tout cas, pour des fins de recherche clinique, c'est absolument essentiel. Non. Canon. J'espère que tout ça va réussir et qu'on va apporter très vite des solutions. Un grand merci, Célia, pour ton temps aujourd'hui, pour ces explications, et puis pour tout ce que tu fais, ce travail depuis 10 ans. En tant qu'entrepreneur, quand on crée une start-up, on se lance dans un sujet long terme. Je pense que quand on lance une biotech, c'est un projet de vie en même temps qu'un projet entrepreneurial. Ça fait maintenant 11 ans que tu es sur le sujet et encore pour de très belles années à venir. Donc un grand bravo pour c'est les valeurs qui vont derrière. Je suis pas seule. Hein. Je précise. On est une cinquantaine dans la société aujourd'hui avec avec des collaborateurs qui ont un engagement de dingue sur ce sujet, qui je pense mettent autant d'efforts que moi aujourd'hui à notre objectif. Je pense qu'on considérera qu'il est déjà atteint quand on aura un de nos médicaments sur le marché ou un médicament auquel on aura contribué, pour nous ou pas pour nous, sur le marché. Directement. Ce sera déjà une bonne chose, ouais. Et d'ailleurs, une équipe de fondatrices aussi. On est 3 femmes fondatrices, oui. Ouais. Donc mais aujourd'hui, ça c'était le début de l'histoire. Un problème de parité, quelque part. Il y a vraiment, on a une super équipe de manière générale, hyper diversifiée, ça c'est sûr, avec, je sais plus, 11 nationalités dans l'entreprise, des équipes aux US, des équipes en France, et puis donc très diversifié en termes de profil, ça c'est aussi super. Vous recrutez? On recrute tout le temps. On a doublé les effectifs l'année dernière, donc. Quel type de profil? Quand on recrute, ça dépend. Alors, on a des data scientists, donc là, des profils très software, data. On a des cliniciens, donc toute la partie recherche clinique, stats, data management, chef de projet clinique. On recrute au labo, donc là, on est plutôt sur ingénieurs, chercheurs spécialisés en otologie, neurosciences. Ça, c'est une bonne partie de nos effectifs aussi. Et après, on a du marketing, business développement, la com, plein de choses sympas. Tout groupe de pharma. Relationnel, du médical, d'accès au marché. On se construit comme une pharma, donc il faut quand même avoir un maximum de compétences en interne aussi. Alors après, on aime bien collaborer, donc quand on sait pas faire, on cherche les partenaires. On n'invente pas la roue, mais on a quand même un cœur de talents, on va dire, dans l'entreprise qui sont super. Merci beaucoup, Célia, Méline. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront apprécié cet épisode. N'hésitez pas, si c'est le cas, à donner 5 étoiles sur ce podcast ou à liker et à partager autour de vous.
Célia, à très bientôt. À bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup, Julien. Au revoir.